Bonjour et bienvenue au cours d'optique physique de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, faculté des sciences d'Ar el-Mehrez, destiné aux étudiants de sciences de la matière physique SMP, semestre 4. Alors ce cours est organisé en 5 parties. Les 3 dernières parties s'intéressent à l'étude des interférences, ainsi que l'étude de quelques dispositifs d'interférence, et puis le phénomène de diffraction. Tandis que les 2 premières parties, on va étudier l'aspect ondulatoire de la lumière et le calcul d'intensité lumineuse issu de la superposition des 2 ondes monochromatiques en un point M de l'espace. Alors en première année, on a étudié l'optique géométrique. Donc c'est une approche assez simple qui permet d'interpréter la construction des images à l'aide de lentilles ou bien de miroirs. Alors comme par exemple le cas ici, on obtient l'image A'P' d'un objet réel AB à travers une lentille convergente mince, une lentille mince convergente, par la construction d'un ensemble de rayons lumineux issus de A et de B. Alors certes, c'est une théorie approximative simple, mais elle ne rend pas compte de l'aspect ondulatoire de la lumière. Et de plus, elle ne permet pas d'interpréter les phénomènes d'interférence, de diffraction et la polarisation. Alors prenons un exemple. Alors prenons le cas d'un insecte piégé à la surface d'eau, qu'on va visualiser à travers un interféromètre à polarisation. Alors on voit bien qu'en essayant de se débattre de la surface d'eau, l'insecte il produit des trains d'ondes à la surface d'eau, ayant des couleurs différentes. Alors la variation de couleur traduit une variation de polarisation. Donc on voit bien qu'en utilisant l'aspect géométrique de la lumière, ou bien l'optique géométrique, on ne peut pas interpréter la variation de couleur, ou bien la variation de la polarisation des ondes. D'où l'intérêt d'introduire la notion ondulatoire de la lumière. Alors, durant ce cours, nous nous contenterons de décrire la notion d'interférence, ainsi que les dispositifs permettant leur observation et le phénomène de diffraction. Alors, aspect ondulatoire de la lumière. Alors, la lumière est une onde, ou bien on peut la définir comme une onde électromagnétique, constituée d'un champ E, qu'on voit ici, donc en bleu, et un champ magnétique qui lui est perpendiculaire B. Alors, qui se propage, alors les deux, ils se propagent suivant une direction Z, ou bien l'axe Z, et une direction K, qu'on va appeler direction de propagation de l'onde électromagnétique. Alors, le champ E et B oscillent de la même période, et ils ont donc la même fréquence, et ils sont perpendiculaires à K. Les deux, ils se déplacent à la même vitesse, C, donc c'est la fameuse constante de vitesse de propagation de la lumière dans le vide, et puis ils se déplacent aussi à la vitesse V dans un milieu tel que V est égal à C sur N. Donc l'ensemble des phénomènes électromagnétiques obéit aux équations de Maxwell, que j'ai résumé ici, ou bien que j'ai rappelé ici. Donc on a, selon Maxwell-Gauss, donc dans l'absence de charge, dans le vide, la divergence de E s'écrit sous forme de div E est égal à 0, donc divergence de E est égal à 0, donc toujours dans le vide. Voilà. Maxwell-Thomson, la divergence de B égale à 0. Alors je rappelle que la divergence, c'est le produit scalaire de l'opérateur vectoriel nabla scalaire, un champ de vecteurs, donc nabla scalaire A. Donc c'est la divergence de A, ici c'est nabla scalaire E, et là c'est nabla scalaire B. Le rotationnel de E, c'est nabla vectoriel E, qui est égal à moins dB sur dt, donc selon Maxwell-Faraday. Et puis le rotationnel de B, c'est mu0, epsilon 0, dE sur dt, Maxwell-Ampère. Alors maintenant, si on calcule le rotationnel du rotationnel de E, alors on a le rotationnel d'un champ de vecteur A est égal au gradient de la divergence de A, moins Laplacien de A. Alors remplaçons maintenant A par E, on peut écrire que le rotationnel du rotationnel de E est égal au gradient de la divergence de E, moins Laplacien de E. Alors sachant que la divergence de E est égale à 0, donc selon Maxwell-Gauss, dans le vide toujours, donc ce terme-là, il vaut 0. Donc on a le rotationnel de E est égal à moins Laplacien de E.
Alors, voyons cela de plus près. Alors, on a le rotationnel de E. Selon Maxwell-Faraday, c'est moins dB sur dt. Donc, le rotationnel du rotationnel de E, ce n'est que le rotationnel de moins dB sur dt, qui est égal, aussi, donc on peut écrire ça sous cette forme, hein, donc c'est d sur dt du rotationnel de B. Or, le rotationnel de B, selon Maxwell-Ampère, c'est quoi? Ce n'est que mu0, epsilon 0, dE sur dt. Donc, cette équation-là, le rotationnel du rotationnel de E, elle peut s'écrire sous la forme de moins d sur dt de mu0, epsilon 0, dE sur dt. Avec mu0, epsilon 0 est une constante, donc elle peut sortir de la parenthèse. Et donc, du coup, je peux écrire moins mu0, epsilon 0, dérivée seconde de E sur dt carré, qui est égal à moins Laplacien de E. Alors, Laplacien de E est égal à mu0, epsilon 0, d seconde de E sur dt carré. Alors ça, elle a la forme d'une équation différentielle, une équation de propagation d'onde électromagnétique, que je peux écrire sous la forme suivante. Laplacien de E moins 1 sur C carré, d seconde de E sur dt carré. Si je pose, C est égal à 1 sur la racine de mu0, epsilon 0. Donc ici, en posant C est égal à 1 sur la racine de mu0, epsilon 0, d'accord? Donc je peux écrire ce terme-là sous la forme de 1 sur C carré. Ce terme-là, mu0, epsilon 0, il vaut 1 sur C au carré. Donc Laplacien de E, moins 1 sur C carré, d seconde de E sur dt carré, est égal à 0. Avec C, c'est la fameuse constante de vitesse de propagation de la lumière dans le vide, qui est égale à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Voilà, de même pour le champ magnétique B. Donc Laplacien de B, moins 1 sur C carré, est égal à la dérivée seconde de B sur dt carré. Alors maintenant, cette équation différentielle de propagation de l'onde électromagnétique, elle admet comme solution l'onde plane progressive harmonique, qui s'écrit sous cette forme. Alors, celle-là est une solution de l'équation de propagation, Laplacien de E, moins 1 sur C carré, d seconde de E. Donc cette équation. Alors, l'onde plane progressive peut s'écrire sous la forme suivante. E de R et T est égal à E0 cosinus oméga T moins phi de R suivant U. Alors, je vais essayer de détailler ce que c'est ces termes-là. Alors, on a E0, c'est l'amplitude de la vibration, ou bien l'amplitude de l'onde plane. Alors, elle dépend uniquement de R. Hein, elle dépend donc uniquement du point auquel j'exprime l'onde électromagnétique. Avec R, c'est le vecteur de déplacement, ou bien le vecteur position, donc c'est le fameux vecteur OM. D'accord? Alors, si on considère une source placée en O et on calcule, ou bien on exprime l'équation d'onde au point M. Alors, oméga, c'est quoi? Oméga, c'est la pulsation. D'accord? Donc, elle vaut 2πf, avec f la fréquence, qui est égale à 1 sur t. Donc, c'est 2π sur t, est exprimé en radians par seconde. Et puis, phi, pareil, donc elle dépend au point auquel j'exprime, ou bien je calcule l'équation de propagation. Donc, phi de r est une phase qui s'écrit sous la forme du produit scalaire de k scalaire r, avec k, c'est le vecteur d'onde, hein, ce qu'on appelait tout à l'heure par le vecteur de propagation de l'onde électromagnétique. Donc, on va voir plus en détail qu'est-ce que c'est k. D'accord? Et puis r, donc c'est le vecteur position d'un point M auquel j'exprime l'onde. Il nous reste U. U, ce n'est que le vecteur unitaire qui décrit l'état de polarisation. Donc, c'est un vecteur qui se trouve dans le plan d'onde. Donc, pareil, dans la suite, on va expliquer ce que c'est un plan d'onde. Alors maintenant, s'intéressons-nous au vecteur d'onde K. Donc, on a dit qu'il indique la direction de propagation. Et sans entrer dans les détails, sa norme, elle vaut O oméga sur C. Hein? Donc, elle est exprimée par la relation suivante, oméga sur C, toujours quand on est dans le vide. Alors, si l'onde se propage dans un milieu, donc K, elle vaut oméga sur V. Hein? Avec V, c'est toujours C sur N. Avec N, l'indice de réfraction du milieu. Voilà, donc dernière remarque, c'est la notation complexe de E. Alors, généralement, surtout pour simplifier les calculs, hein, on écrit E sous la forme complexe. Donc, c'est sous la forme de E bar qui est égal à E0 exponentielle I oméga t moins phi de R.
Alors, comment on obtient cette notation? Alors, c'est très simple. Alors, comme vous le savez que pour tout réel AB, ou bien pour tout couple de réels AB, alors si Z bar, donc le nombre complexe qui s'écrit sous la forme A plus IB, alors il existe toujours un ensemble, ou bien il existe toujours un réel R et un ensemble d'angles θ tel que Z bar s'écrit sous la forme de R cos θ plus cos θ plus I sin θ, plus R I sin θ. Alors cette notation trigonométrique peut aussi prendre la forme exponentielle qui est égale à Z bar R exponentielle Iθ. D'accord? Donc si j'explicite ça, donc c'est R cos θ plus I sin θ. Alors de la même façon, alors pour E, scalaire, donc E de RT, je peux l'écrire sous la forme E0 de R exponentielle I oméga t moins phi R. Donc si j'explicite ça, ça va être, donc c'est E0 cosinus de l'argument, donc c'est oméga t moins phi R, plus I sinus de l'argument oméga t moins phi R. Donc en gros, E de RT, ce n'est que la partie réelle de E bar. Hein? Donc c'est E, ce n'est que la partie réelle, donc la partie ayant le cosinus. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair. Et maintenant, je veux attirer votre attention sur une notion assez subtile, qui est l'approximation scalaire de la lumière. Alors qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, on peut dire que l'ensemble des phénomènes optiques sont très bien décrits par la théorie de Maxwell. Alors il serait donc logique d'adopter d'un point de vue purement électromagnétique pour appréhender toute l'optique physique. Donc les phénomènes d'interférence, etc. On peut uniquement utiliser les équations de propagation de la lumière et l'équation d'onde pour exprimer l'intensité lumineuse, etc. Alors en fait, ce n'est pas forcément une bonne idée pour deux raisons. La première, c'est que pour même des situations simples, les équations de Maxwell, ils ont le mauvais goût de déboucher sur des calculs pénibles. D'accord? Des calculs lents et parfois difficiles à résoudre. Et deuxièmement, et ça c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe un modèle ou bien une approche simple qui rend compte de la plupart des situations que l'on rencontre en optique. Alors cette approche, c'est ce qu'on appelle l'approximation scalaire de la lumière. D'accord? Alors, elle consiste en quoi? Alors, elle se base sur deux notions. La première notion, c'est le rayon lumineux. Et la deuxième, c'est l'expression d'une grandeur scalaire d'un état vibratoire de l'onde lumineuse, un point M. Alors, on va voir cela en détail. Alors, pour le rayon lumineux, alors, caractérisé par une direction de propagation UM et une vitesse Vm, alors tel que V au point M, donc c'est C sur N, le rayon lumineux est une courbe tangente à la direction de propagation en chacun de ces points. Alors, c'est ce que j'ai tracé ici. Donc, on considère ça un rayon lumineux. Donc, en tout point du rayon lumineux, n'importe quel point, donc si on prend par exemple un point ici, la direction, pardon, ici c'est mal dessiné, donc la direction de propagation, elle est tangente en ce point. De même là, par exemple, la direction de propagation, U, elle est tangente en n'importe quel point du rayon lumineux. Et puis 2, donc ça c'est la notion la plus importante, on définit l'état vibratoire de l'onde lumineuse par une grandeur scalaire qu'on va noter S de R et de T, ou encore S au point M de T. Donc S au un point M à un instant T. Alors cette dernière, elle représente la composante du champ électrique de l'onde électromagnétique le long de sa direction de polarisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en n'importe quel point du rayon, par exemple, en ce point du rayon lumineux, l'état vibratoire, il est décrit par S, par une grandeur scalaire qu'on va exprimer par la suite, S de M et de T, en n'importe quel point du rayon lumineux. D'accord? Alors, la troisième notion, c'est que l'ensemble des points qui vibrent en phase, ils forment ce qu'on va appeler la surface d'onde. C'est-à-dire, si je prends un point ici, et un point là, et puis un point là, alors si ces points, ces trois points, ils vibrent en phase, c'est-à-dire la phase ici, elle est constante,
D'accord? Alors, ce plan-là, il forme ce qu'on appelle une surface d'onde. Celui-là, il forme une surface d'onde. Et une des caractéristiques du surface d'onde, c'est que le rayon lumineux est perpendiculaire à la surface d'onde. Donc, pour reprendre, donc, la surface d'onde est un ensemble de points qui vérifie phi égale à une constante. C'est-à-dire que tous les points appartenant à la surface d'onde, ils vont vibrer avec la même phase. Alors, qu'est-ce que c'est l'état vibratoire d'un point du rayon lumineux? C'est ce qu'on a exprimé ici par S. Alors, prenons le cas, par exemple, d'une onde monochromatique produite par une source S. Donc, on va prendre une source S qu'on va placer à un point O, d'accord, et qui va produire un rayon lumineux, ou bien une onde lumineuse. Alors, l'état vibratoire au point O, je peux l'exprimer par la grandeur scalaire S au point O à l'instant T, qui est égal à A0. Donc, l'amplitude, on a dit que toujours l'amplitude, elle dépend du point auquel j'exprime la grandeur scalaire, donc j'exprime la vibration. Donc, c'est A au point O, cosinus de oméga t, moins phi de t. Alors, cette onde-là, elle se propage en suivant un rayon lumineux de façon qu'elle arrive à un point M. Donc là, au point M, je peux aussi exprimer l'état vibratoire de l'onde lumineuse. Donc, ce serait S du point, ou bien au point M, à l'instant T. D'accord? Ou bien T'. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, S de M à l'instant T, ce n'est que l'amplitude toujours au point M, cosinus de oméga T', d'accord? Moins phi de T'. Tel que T' c'est quoi? Donc c'est T moins tau, c'est-à-dire que l'onde a fait un retard dû à la propagation en arrivant au point M, que je peux exprimer. Alors si je prends par exemple, alors je note un chemin de S vers M, ou bien de O vers M. Alors je prends S, l'abscisse curviligne, le long du rayon, de S, ou bien de O vers M. Donc le temps, c'est la distance parcourue de S vers M sur une vitesse V. Alors, ça vient d'où? Alors, on a la vitesse V est égale à une distance D sur T. Donc, T, c'est quoi? Donc, T, c'est D sur V. Donc, T, alors, ça serait ici le temps, donc le retard dû à la propagation, donc qu'on a ici. Donc, tau, c'est quoi? C'est donc la distance parcourue, donc c'est l'abscisse curviligne, ds. Donc, c'est la distance parcourue de point S ou bien du point O vers le point M sur la vitesse V. Donc, c'est l'intégrale de O vers M de ds sur V. Avec, on a vu que V est égal à C sur N. Donc, 1 sur V, c'est N sur C. Alors, c'est une constante, donc elle peut sortir de l'intégrale. Ça serait 1 sur C, l'intégrale de N au point M ds. Et donc, ça, vous le savez déjà, que l'indice de réfraction fois le trajet, ou bien fois la distance, donc N fois une distance, de O vers M, est égal au chemin optique de O vers M. Donc, le temps tau, ce n'est que le chemin optique de O vers M sur C. Alors, remplaçons cela dans l'équation de vibration au point M. Donc, on a S de mt est égal à AM cosinus de oméga. Alors, T moins tau, donc c'est T moins L de OM sur C, moins phi de T moins tau. Alors, on va développer ça. Alors, ça fait AM, ou bien l'amplitude au point M cosinus de oméga T, moins oméga sur C, L de OM, moins phi de T moins tau. Alors, on va poser ça, ou bien on va exprimer ça sous forme d'une phase au point M. Donc, l'équation d'onde au point M s'écrit S de M qui est égal à AM cosinus de oméga T moins phi de M. Tel que phi de M, ce n'est que 2pi sur lambda, LOM plus une phase phi, qui est la phase à l'origine, ou bien la phase à la source S.
alors devient ce 2pi sur lambda. Alors on a vu que oméga sur c est égal à k. Hein? Donc k est égal à oméga sur c. Donc, alors remplaçons cela ici. Donc ça fait AM cosinus de oméga t moins k L de OM moins phi de t moins tau. Alors, avec k est égal aussi à, alors ça on va le voir tout de suite, donc k est égal à 2pi sur lambda. Donc la phase au point M est égale à 2pi sur lambda fois le chemin optique de O vers M plus une phase à l'origine à un instant t moins tau. D'accord? Alors maintenant, on va s'intéresser à la notion de la surface d'onde ou bien le plan d'onde. Alors on a vu que par définition, ou bien on vient de le voir, selon l'approximation scalaire, alors une surface d'onde, c'est l'ensemble des points appartenant à un plan ayant ou bien qui vibrent en phase, donc ayant une phase constante. Alors ça, on peut facilement le démontrer. Alors soit une source S, alors placée en haut, donc on a une source là. Et puis au point P1 et P2, on a deux points, P1 et P2, appartenant au même plan qu'on va appeler pi. Alors de la même façon, alors on a R1, c'est le vecteur position du point P1, et puis R2, c'est le vecteur de position au point P2. Et puis K, le vecteur de propagation, qui est perpendiculaire à pi. Donc maintenant, en calculant la phase au point P1, donc phi 1, alors on a vu c'est K scalaire R1, donc plus, bien sûr, alors là, il faut bien sûr ajouter phi 1, la phase à l'origine, et là, la phase phi 2, c'est K scalaire R2 plus phi 2. Donc juste pour simplifier ici, hein, ça on va le voir dans la deuxième partie. Donc on a phi 1, on va prendre phi 1 égale à phi 2, d'accord? Donc la différence de phase entre les deux points, delta phi, donc entre P1 et P2, est égale à phi 2 moins phi 1, ou l'inverse, donc phi 1 moins phi 2. Alors ça vaut K scalaire de R2 moins R1. Alors si on fait R2 moins R1, alors ça donne un vecteur qui appartient au plan pi. D'accord? Donc s'il appartient au plan pi, il est forcément perpendiculaire au vecteur d'onde K. Donc delta phi est égal à K scalaire R2 moins R1. Alors K est perpendiculaire à R2 moins R1, et donc delta phi est égal à 0. Alors si delta phi est égal à 0, c'est-à-dire que la phase au point P1 est égale à la phase au point P2. Et par conséquent, on peut définir un plan d'onde comme pour tout point appartenant à pi, phi de R est égal à une constante, à condition que les points P appartiennent au même plan d'onde. Alors deuxième remarque, c'est que pour tout phi de R constante, les plans d'onde sont des plans perpendiculaires à K, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, et ils sont périodiquement espacés de 2pi. C'est-à-dire si on prend ça, un plan d'onde pi1, et celui-là, un autre plan d'onde pi2, donc ces deux plans d'onde, ils sont espacés d'une période de 2pi. Alors ça va aboutir à une règle importante. Alors si on calcule, toujours, alors on va prendre P1 et P2 appartenant au plan pi1 et pi2 respectivement. Alors on a la différence de phase entre ces deux points, donc ça fait K de R2, alors c'est phi 2 moins phi 1, donc ça fait K de R2 moins R1, qui est égal à 2pi. Alors, prenons le cas que K et R1 moins R2 ou bien R2 moins R1 sont collinéaires, donc ce produit scalaire, il vaut K fois une distance D, séparant les deux plans. Donc KD est égal à 2pi. Alors si on pose D est égal à lambda, on a K lambda est égal à 2pi. D'où K est égal à 2pi sur lambda. Donc l'équation des surfaces d'onde peut s'écrire sous la forme de phi de R qui est égal à une constante plus de P fois pi, avec P appartient à Z. C'est-à-dire que les plans d'onde, alors deux plans d'onde consécutifs, ils sont espacés d'une période de pi et donc une longueur d'onde, lambda. Donc c'est la longueur d'onde lambda, c'est la distance qui sépare deux plans, pi1 et pi2. Voilà, donc le dernier point de cette vidéo, c'est l'intensité lumineuse. Alors, sans trop entrer dans les détails, on exprime l'intensité lumineuse comme la moyenne du carré de l'onde
c'est-à-dire I, est égal à la moyenne temporelle du carré de S de M t. Hein. Donc, c'est le carré de SM t. Alors, pourquoi on exprime cela en fonction du moyen temporel? Ben, tout simplement parce que, alors, si on a une source S, alors qui va émettre des trains d'ondes, et devant S, alors on place un détecteur ou bien un capteur. Donc, alors le capteur, il a un temps de réponse. Hein, donc, il va enregistrer un certain nombre de trains d'ondes sur un temps de réponse. Donc, en réalité, ce qu'il va nous donner, c'est, alors pour l'intensité lumineuse, il va nous donner une moyenne temporelle donc, sur un temps de réponse. Par exemple, alors si par exemple on prend le cas de l'œil humain, alors pour l'œil, le temps de réponse est de l'ordre de 1 sur 25e, alors c'est 1/25e de seconde. C'est-à-dire chaque 1/25e de seconde, on a une intensité lumineuse. Voilà.